Pour se changer les idées en ces temps moroses et confinés, j'ai décidé de vous proposer une lecture, comme j'en ai fait quelques-unes déjà sur la chaîne. Et cette fois, mon choix s'est porté sur une nouvelle de l'écrivain argentin que je me résigne, comme la plupart des Français, à appeler Borges, mais que pour ne pas trahir la langue de Cervantes, je devrais plutôt appeler Jorge Luis Borges. On va dire Borges. La nouvelle que je vais lire s'intitule La loterie à Babylone et elle est tirée du petit recueil Fiction qui fait partie des classiques de la littérature du XXe siècle. Il est probable que vous ayez au moins entendu parler de la nouvelle La Bibliothèque de Babel tirée du même recueil, dont Balade Mentale avait fait une très jolie vidéo, et notez que vous pouvez aussi l'écouter dans la voix profonde de Patrick Beau. La nouvelle que j'ai choisie est dans une veine similaire et très caractéristique de l'écriture de Borges avec des côtés oniriques et légendaires. J'aime particulièrement la façon dont il arrive à esquisser un récit aux dimensions épiques à partir d'une succession de détails précis et souvent bizarres dans leur précision, comme des fragments qu'on examinerait à la loupe sur une immense fresque ravagée par le temps et dont on ne pourrait que deviner l'état original. Et notez aussi qu'on a souvent l'impression chez Borges, et particulièrement dans la nouvelle que je vais lire, que le récit sert de métaphore à quelque chose sans qu'on arrive précisément à mettre le doigt sur quoi. En fait, rien ne l'impose dans le récit, le lecteur peut s'en approprier l'interprétation comme il le souhaite ou ne pas l'interpréter du tout, et c'est, je trouve, l'une des choses qui font la richesse et l'intérêt de ces étranges contes borgesques. Mais bref, j'ai assez parlé comme ça, sans plus attendre, plongeons dans les méandres hasardeux de la loterie à Babylone. Comme tous les hommes de Babylone, j'ai été proconsul, comme tous, esclave. J'ai connu comme tous l'omnipotence, l'opprobre, les prisons. Regardez, à ma main droite, il manque l'index. Regardez, cette déchirure de mon manteau laisse voir sur mon estomac un tatouage vermeil. C'est le deuxième symbole, bête. Les nuits de pleine lune, cette lettre me donne le pouvoir sur les hommes dont la marque est guimel, mais elle me subordonne à ceux d'Aleph qui, les nuits sans lune, doivent obéissance à ceux de guimel. Au crépuscule de l'aube, dans une cave, j'ai égorgé des taureaux sacrés devant une pierre noire. Toute une année de lune durant, j'ai été déclaré invisible. Je criais et on ne me répondait pas. Je volais le pain et je n'étais pas décapité. J'ai connu ce qu'ignorent les Grecs, l'incertitude. Dans une chambre de bronze, devant le mouchoir silencieux du strangulateur, l'espérance me fut fidèle. Dans le fleuve des délices, la panique. Pythagore, si l'on en croit le récit émerveillé d'Héraclite du Pont, se souvenait d'avoir été Pyrrhus, et avant Pyrrhus, Euphorbe, et avant Euphorbe, encore quelque autre mortel. Pour me remémorer d'analogues vicissitudes, je puis me dispenser d'avoir recours à la mort et même à l'imposture. Je dois cette diversité presque atroce à une institution que d'autres républiques ignorent ou qui n'opère chez elles que de façon imparfaite et obscure, la loterie. Je n'en ai pas scruté l'histoire, il ne m'échappe pas que les magiciens restent là-dessus divisés. Toute la connaissance qui m'est donnée de ces puissants desseins, c'est celle que peut avoir de la lune l'homme non versé en astrologie. J'appartiens à un pays vertigineux où la loterie est une part essentielle du réel. Jusqu'au présent jour, j'avais pensé à elle aussi peu souvent qu'à la conduite des dieux indéchiffrables ou de mon propre cœur. Aujourd'hui, loin de mon pays et de ses chères coutumes, c'est avec quelque surprise que j'évoque la loterie et les conjectures blasphématoires que sur elle, à la chute du jour, vont murmurant les hommes voilés. Mon père me rapportait qu'autrefois, parlait-il d'années ou de siècles, la loterie était à Babylone un jeu de caractère plébéien. Il racontait, mais je ne sais s'il disait vrai, que les barbiers débitaient alors contre quelques monnaies de cuivre des rectangles d'os ou de parchemin ornés de symboles. Un tirage au sort s'effectuait en plein jour, et les favorisés recevaient, sans autre corroboration du hasard, des pièces d'argent frappées. Le procédé était rudimentaire, comme vous le voyez. Naturellement, ces loteries échouèrent. Leur vertu morale était nulle. Elle ne s'adressait pas à l'ensemble des facultés de l'homme, mais seulement à l'espoir. Le public montra peu de curiosité, et les marchands qui avaient mis sur pied ces loteries vénales commencèrent à perdre de l'argent. Une réforme fut tentée.
l'intercalation d'un petit nombre de chances adverses dans la liste des nombres favorables. Désormais, les acheteurs de rectangles numérotés avaient la double chance de gagner une certaine somme ou de payer une amende parfois considérable. Ce léger danger, il y avait un numéro funeste tous les 30 numéros favorables, éveilla naturellement l'intérêt du public. Les Babyloniens se livrèrent au jeu. Celui qui ne tentait pas sa chance était taxé de timidité, de pusillanimité. Avec le temps, ce dédain justifié se dédoubla. On méprisa celui qui ne jouait pas, mais aussi le perdant qui payait l'amende. La compagnie, c'est le nom qu'on se mit alors à lui donner, dut prendre en main les intérêts des gagnants qui ne pouvaient pas toucher leur prix avant que n'eût été encaissé le montant presque total des amendes. Elle fit un procès aux perdants, le juge les condamna à l'amende originale plus les dépens ou à quelques jours de prison. Tous optèrent pour la prison. C'est de cette bravade d'une poignée d'hommes qu'est sortie la toute-puissance de la compagnie, sa valeur ecclésiastique, métaphysique. Peu après, les amendes disparurent des listes. On se borna à indiquer le nombre de jours de prison qui correspondait à chaque numéro néfaste. Ce laconisme, à quoi il avait d'abord été prêté peu d'attention, fut d'une importance capitale. Ce fut la première apparition dans la loterie d'éléments non pécuniaires. Les conséquences se firent bientôt sentir. À quelque temps de là, la compagnie se voyait amenée, sous la pression des joueurs, à augmenter le nombre de chances contraires. Ce ne fut pas tout. Nul n'ignore que le peuple de Babylone est très féru de logique et même de symétrie. Il lui sembla incohérent que les chances favorables lui fussent comptées en ronde monnaie et les autres en jours et nuits de prison. Quelques moralistes firent remarquer que la possession de monnaie ne détermine pas toujours le bonheur et que la joie compte peut-être d'autres formes plus directes. Une autre inquiétude se répandait dans les bas quartiers. Les membres du collège sacerdotal multipliaient les paris et goûtaient toutes les vicissitudes de la terreur et de l'espérance. Les pauvres, avec une jalousie justifiée ou inévitable, souffraient d'être exclus d'un va-et-vient si notoirement délicieux. La juste ambition que tous, pauvres ou riches, puissent avoir un accès égal à la loterie inspira une agitation indignée dont les années n'ont pas affaibli le souvenir. Quelques obstinés ne comprirent pas, ou firent semblant de ne pas comprendre, qu'il s'agissait d'un ordre nouveau, d'une étape historique nécessaire. Un esclave vola un billet série pourpre. D'après le tirage, le porteur du numéro devait avoir la langue brûlée. Mais le code fixait cette même peine pour les voleurs de billets. Certains Babyloniens exprimèrent alors que, si l'homme méritait le fer rouge, c'était en sa qualité de voleur. D'autres, magnanimes, affirmèrent que le bourreau ne devait lui appliquer la peine que pour respecter les décisions du hasard. Ce fut le commencement d'une époque de troubles et de lamentables effusions de sang, mais le peuple babylonien finit par imposer fermement sa volonté contre l'opposition des riches. Ses généreuses revendications triomphèrent. En premier lieu, il obtint que la compagnie assumât la totalité du pouvoir public. Cette unification était nécessaire vu l'amplitude et la complexité des nouvelles opérations. En second lieu, il obtint que la loterie fût secrète, gratuite et générale. La vente mercenaire de chance fut abolie. Tout homme libre et déjà initié au mystère de Bel participait automatiquement au tirage sacré qui s'effectuait dans les labyrinthes du dieu toutes les 60 nuits et qui décidait de son destin jusqu'au prochain exercice. Les conséquences étaient incalculables. Un coup heureux pouvait entraîner sa promotion au concile des mages, ou l'emprisonnement d'un ennemi notoire ou intime, ou la découverte dans la ténèbre pacifique de la chambre de la femme qui commence à nous inquiéter ou que nous n'espérions plus revoir. Un coup malheureux pouvait appeler sur lui la mutilation, l'infamie variée, la mort. Parfois un acte unique, l'assassinat public de C, la mystérieuse apothéose de B, venait génialement résumer un grand nombre de tirages. De pareilles combinaisons n'étaient pas aisées, mais il ne faut pas oublier que les membres de la compagnie étaient, et sont, tout-puissants et pleins de ruses.
Dans beaucoup de cas, la conviction que certaines joies étaient l'œuvre du hasard eût amoindri leur vertu. Pour parer à cet inconvénient, les agents de la compagnie usaient de la suggestion et de la magie. Leurs démarches, leurs manœuvres restaient secrètes. Pour connaître les intimes espoirs et les intimes terreurs de chacun, ils disposaient d'astrologues et d'espions. Il y avait certains lions de pierre, il y avait une latrine sacrée nommée Kafka, il y avait les crevasses d'un poussiéreux aqueduc qui, selon l'opinion générale, donnait sur la compagnie. Les personnes malignes ou bienveillantes déposaient là leurs dénonciations. Des archives alphabétiques recueillaient ces renseignements plus ou moins dignes de foi. Chose incroyable, les médisances ne manquèrent pas. La compagnie, avec sa discrétion habituelle, dédaigna d'y répondre directement. Elle préféra faire gribouiller sur les murs en ruine d'une fabrique de masques un bref argument qui figure à présent parmi les écritures sacrées. Cette pièce de doctrine observait que la loterie est une interpolation du hasard dans l'ordre du monde, et qu'accueillir des erreurs n'est pas contredire le hasard, mais le corroborer. Elle observait aussi que ces lions et que ce récipient sacré, bien que non désavoués par la compagnie, qui ne se refusait pas le droit de les consulter, fonctionnaient sans garantie officielle. Cette déclaration apaisa les inquiétudes publiques. Elle produisit aussi d'autres effets que son auteur n'avait peut-être pas prévus. L'esprit et les opérations de la compagnie s'en trouvèrent profondément modifiés. Il me reste peu de temps. On nous avertit que le vaisseau va lever l'ancre. Je vais tâcher de m'expliquer rapidement. Quelque invraisemblable que cela paraisse, personne n'avait tenté jusque-là une théorie générale des jeux. Les Babyloniens sont peu spéculatifs. Ils acceptent les décisions du hasard. Ils lui livrent la vie, l'espoir, la terreur panique, mais ils ne s'avisent pas d'interroger ces lois vertigineuses, et les sphères giratoires qui le révèlent n'éveillent pas leur curiosité. Cependant, la déclaration officieuse que j'ai rapportée inspira beaucoup de discussions de caractère juridico-mathématique. De l'une d'elles surgit la conjecture suivante. Si la loterie est une intensification du hasard, une infusion périodique du chaos dans le cosmos, ne conviendrait-il pas que le hasard intervint dans toutes les étapes du tirage et non pas dans une seule? N'est-il pas dérisoire que le hasard dicte la mort de quelqu'un, mais que ne soient pas assujettis au même hasard les circonstances de cette mort, le caractère public ou réservé, le délai d'une heure ou d'un siècle? De si justes scrupules provoquèrent enfin une réforme considérable dont les complexités aggravées d'un exercice séculaire ne sont peut-être intelligibles qu'à quelques spécialistes, mais dont je tenterai un résumé, ne fût-il que symbolique. Imaginons un premier tirage qui décrète la mort d'un homme. Pour l'exécution du verdict, on procède à un second tirage, qui propose, supposons, 9 agents. De ces agents, 4 peuvent entreprendre un troisième tirage qui prononcera le nom du bourreau. 2 peuvent remplacer la sentence adverse par une sentence heureuse, par exemple la découverte d'un trésor. Un autre pourra décréter l'exaspération du supplice en le rendant infâme ou en l'enrichissant de tortures. D'autres enfin peuvent se refuser à prendre une mesure quelconque. Tel est le schéma symbolique. En fait, le nombre de tirages est infini. Aucune décision n'est finale, toutes se ramifient. D'infinis tirages ne nécessitent pas, comme les ignorants le supposent, un temps infini. Il suffit en réalité que le temps soit infiniment subdivisible, notion illustrée par la fameuse parabole du duel avec la tortue. Cette infinitude s'accorde d'admirable façon avec les sinueuses divinités du hasard et avec l'archétype céleste de la loterie adoré par les platoniciens. Il semble qu'un écho difforme de nos rites ait retenti jusqu'au Tibre. Aelius Lampridius, dans sa vie d'Antonin Héliogabale, rapporte que cet empereur écrivait sur des coquillages les chances qu'il destinait à ses invités, de sorte que tel d'entre eux recevait 10 livres d'or et tel autre 10 mouches, 10 marmottes, 10 ours. Qu'on me permette de rappeler ici qu'Héliogabale fut élevé en Asie mineure parmi les prêtres du dieu éponyme. Il y a aussi des tirages impersonnels, d'une intention indéfinie. Celui-ci ordonnera de jeter un saphir de Taprobane dans les eaux de l'Euphrate.
cet autre de lâcher un oiseau du haut d'une tour, cet autre de retirer tous les siècles un grain de sable à la plage, ou de l'y ajouter. Les conséquences sont parfois terribles. Sous l'influence bienfaisante de la compagnie, nos coutumes sont saturées de hasard. L'acheteur d'une douzaine d'amphores de vin de Damas ne sera pas surpris que l'une d'elles contienne un talisman ou une vipère. Le notaire qui rédige un contrat ne manque presque jamais d'y introduire quelques détails erronés. Moi-même, au cours de cette hâtive déclaration, j'ai su défigurer certaines splendeurs, certaines atrocités, peut-être aussi certaines mystérieuses monotonies. Nos historiens, qui sont les plus perspicaces du globe, ont inventé une méthode pour dépister ces traditionnelles erreurs et pour corriger le hasard. Il est constant que les résultats de leurs recherches sont en général dignes de foi, mais leurs mémoires ne sauraient naturellement être publiées sans une certaine dose de fausseté. Du reste, rien de plus contaminé de fiction que l'histoire elle-même de la compagnie. Tel document paléographique exhumé dans un temple peut provenir du tirage d'hier comme d'un tirage séculaire. Aucun livre n'est publié sans quelque divergence entre chaque exemplaire. Les scribes prêtent serment d'omettre, d'interpoler, de varier. Le mensonge indirect est également exercé. La compagnie, avec une modestie divine, évite toute publicité. Ses agents, comme il est naturel, sont secrets. Les ordres qu'ils dictent de façon réitérée et peut-être incessante ne sont pas différents de ceux que prodiguent les imposteurs. Du reste, qui pourrait se vanter d'être un parfait imposteur? L'ivrogne qui improvise une injonction absurde, le rêveur qui brusquement s'éveille et étouffe de ses mains la femme qui dort à ses côtés, n'exécute-t-il pas, peut-être, quelque secrète décision de la compagnie? Ce fonctionnement silencieux, comparable à celui de Dieu, provoque toutes sortes de conjectures. L'une d'elles insinue abominablement qu'il y a des siècles que la compagnie n'existe plus et que le désordre sacré de nos vies est purement héréditaire, traditionnel. Une autre juge au contraire que la compagnie est éternelle et professe qu'elle durera jusqu'à la dernière nuit où le monde périra aux mains du dernier Dieu. Celle-ci affirme que la compagnie est toute puissante, mais que son champ d'influence est minuscule, le cri d'un oiseau, les nuances de la rouille et de la poussière, les demi-rêves du matin. Cette autre, par la bouche d'hérésiarque masquée, déclare qu'elle n'a jamais existé et jamais n'existera. Une dernière, non moins ignoble, exprime qu'il est indifférent d'affirmer ou de nier la réalité de la ténébreuse corporation, parce que Babylone n'est autre chose qu'un infini jeu de hasard. Voilà, merci de m'avoir écouté au coin du feu, j'espère que cette petite lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelle interprétation vous en faites par exemple. Vous pouvez aussi peut-être me suggérer des nouvelles à lire, pourquoi pas. En tout cas, si ça vous a plu, je vous recommande vivement de lire le recueil de nouvelles fiction ou les autres recueils de nouvelles de Borges, car cela regorge de petits bijoux d'écriture comme celui-ci. Et aussi, si mes lectures vous plaisent, je vous signale que j'en ai fait quelques autres sur ma chaîne, notamment 2 nouvelles d'un auteur que j'adore, Greg Egan, dont je vous garantis qu'elles vont vous retourner le cerveau, vraiment. Un très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur Utip. D'ailleurs, si vous hésitez entre les deux, pour avoir, je préfère plutôt Utip et je suis très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur Utip justement. Vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la cloche pour être prévenu quand il m'arrive de sortir des vidéos. Si vous ne mettez pas la cloche, il y a de grandes chances pour que YouTube ne vous signale pas du tout ma vidéo. Surtout quand le sujet n'est pas du tout putaclic mais plutôt obscur et improbable. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que ma prochaine vidéo va parler de trucs obscurs et improbables et ce sera chouette. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous du mieux que vous le pouvez et voyagez dans les littératures de l'imaginaire, au moins vous n'avez pas besoin de remplir une attestation pour vous y promener.